Bon, ces influences sont parfois déterminantes et accompagnent certains d'entre nous toute leur vie. Donc ça, c'est la part, je dirais, de l'acquis. De l'acquis. Et ce que l'on peut dire, c'est que la vie postmoderne, qui est la nôtre, nous soumet à des influences de plus en plus nombreuses. Soumet les enfants, en particulier, à des influences de plus en plus nombreuses, qui d'ailleurs mettent en péril, souvent, maintenant, l'éducation parentale. Je crois que c'est un lieu commun de dire aujourd'hui que beaucoup de parents ont énormément de peine à imposer une éducation par rapport à l'influence des réseaux sociaux, des copains, de la pub, de la mode, etc., etc., du sport, etc., etc. Donc, les influences ne font que se multiplier. D'où la difficulté de trouver une ligne directrice dans les processus éducatifs. Et je pense que c'est le problème à la fois des enseignants, mais surtout des parents aujourd'hui. L'identité est faite aussi d'éléments conscients et d'éléments inconscients. On ne peut plus considérer aujourd'hui l'identité comme on l'a considérée au XIXe siècle, et a fortiori avant, depuis que, effectivement, Sigmund Freud a mis en évidence l'existence d'un inconscient. Que nous le prenions en compte ou non, cet inconscient existe. Et à la différence de Freud, Jung, Carl Gustav Jung a montré que cet inconscient n'était pas simplement individuel, c'est-à-dire lié à nos traumatismes infantiles, refoulements et autres pulsions réprimées, mais qu'il existait aussi un inconscient dit collectif. À savoir un réservoir, en somme, d'images archaïques, primordiales, que nous portons en nous et qui se révèlent dans les contes, dans les écrits de certains écrivains et poètes, au cinéma, sûrement aussi, mais aussi dans nos rêves. Donc une part de notre individualité et donc de notre identité est aussi composée d'éléments inconscients. Que ce soit des éléments individuels ou que ce soit des éléments collectifs. La question est de savoir si nous avons envie ou si nous sommes en position, en disposition d'esprit de nous intéresser à cet inconscient. Il peut se faire que ce soit par la force des choses, parce que, pour des raisons psychologiques, une investigation de l'inconscient s'impose. En tout cas, l'homme d'aujourd'hui a d'autres cartes, je dirais, en main que n'en avait l'homme des temps anciens, qui avait aussi un inconscient. Enfin bref, il ne se manifestait pas de la même manière. Jung, puisque je viens de parler de lui, a aussi montré qu'il y avait que notre identité, c'est aussi une façade sociale. À cette façade sociale, Jung a donné le nom de persona. Persona, ça désigne en latin le masque que portaient les acteurs de théâtre dans l'Antiquité. Ils portaient un masque parce qu'ils incarnaient non pas des individus, mais des types humains. Donc, il y avait une certaine impersonnalité. La persona, c'est notre personnage social. C'est le masque que nous revêtons dans nos relations à autrui au cours de notre vie sociale. Alors, c'est une sorte, si vous voulez, c'est une sorte d'interface entre notre vie profonde, notre vie intime, et puis
la société, ce qu'elle exige de nous, l'image à laquelle nous voudrions ressembler. Cette persona est évidemment plus ou moins forte, plus ou moins accaparante, plus ou moins envahissante. Le risque des identifications sociales qui nous sont proposées, c'est que nous nous identifions à cette persona, que nous ne soyons plus que ce personnage que l'on veut que nous devenions, que nous soyons. Jung écrit, je vous renvoie à son ouvrage « La dialectique du moi et de l'inconscient », il écrit « Or, comme son nom l'indique, son nom le dit, la persona n'est qu'un masque qui, à la fois, dissimule une partie de la psyché collective dont elle est constituée et donne l'illusion de l'individualité. Un masque qui fait penser aux autres et à soi-même que l'être en question est individuel, alors qu'au fond, il joue simplement un rôle à travers lequel ce sont des données et des impératifs de la psyché collective qui s'expriment. Et un peu plus loin, Jung poursuit, la persona est un ensemble compliqué de relations entre la conscience individuelle et la société. Elle est, adaptée aux fins qui lui sont assignées, une espèce de masque que l'individu revêt ou dans lequel il se glisse, ou qui, même à son insu, le saisit et s'empare de lui, et qui est calculé, agencé, fabriqué de telle sorte, parce qu'il vise d'une part à créer une certaine impression sur les autres, et d'autre part à cacher, dissimuler, camoufler la vraie nature de l'individu. Or, l'individualité, l'identité, c'est aussi cela. C'est aussi l'image que nous donnons de nous-mêmes à travers, justement, ce masque qui nous représente plus ou moins fidèlement et qui parfois nous trahit totalement. Bon. Donc, et enfin, j'ajouterais que l'identité, c'est aussi une histoire personnelle et familiale, ce qui revient à la fois, si vous voulez, la notion d'histoire associe la nature et la culture, au fond. Nous n'avons pas n'importe quelle histoire. Si nous sommes nés dans telle famille, nous aurons une histoire qui est prédéterminée par cette famille. Ce qui ne veut pas dire que notre histoire personnelle se limite à ça. Mais une histoire qui est à la fois familiale et personnelle, et qui est plus ou moins liée à l'histoire avec un grand H. Et je pense que chaque fois que nous voyons, par exemple, des films sur la Seconde Guerre mondiale, personnellement, je me dis, mais qu'aurait été notre vie, n'est-ce pas, dans ces circonstances? Question que tout le monde peut se poser à partir d'une époque révolue. Autrement dit, quelle identité serait la nôtre aujourd'hui si, au lieu d'être là, après une bonne 60aine d'années de paix, eh bien nous étions en pleine tourmente, sous les bombes, etc., etc. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'histoire, avec un grand H, qui vient surdéterminer et parfois faire totalement bifurquer l'histoire personnelle. Combien de soldats ne sont pas rentrés de la guerre, combien de vies affectives ont été cassées par la guerre, par exemple, combien de familles détruites, etc., etc. Donc il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle l'identité, c'est toujours aussi le produit d'une histoire à la fois personnelle et collective. Et que cela fait entrer dans la notion d'identité des paramètres qui échappent parfois totalement à notre décision personnelle. Nous ne pouvons pas infléchir le cours de l'histoire comme nous le prétendons. Alors, ce qui me frappe beaucoup personnellement dans certaines considérations actuelles sur l'identité, c'est la légèreté avec laquelle on traite ces questions, à savoir le fait que, bon, ben, c'est pas grave, on quitte son pays, on s'installe ailleurs, on se refait une vie, comme si tout ça n'était pas profondément traumatisant. Comme si il suffisait de prendre un train, un avion, un bateau, bon, voilà, et puis finalement on trouve les mêmes biens de consommation partout,
à peu près le même mode de vie de plus en plus partout. Donc, au fond, c'est ce que j'appelais cette espèce d'échangisme identitaire. Donc, je trouve qu'on sous-estime aussi le fait que chacun arrive avec sa propre histoire. Et qu'on ne peut pas brasser les histoires comme ça, comme si elles n'existaient pas, et comme si elles n'étaient pas profondément marquantes par rapport à la manière dont on va assumer une situation, se recréer une vie, une identité, etc. Donc, ce sont des questions absolument capitales, me semble-t-il, par rapport à la manière dont on appréhende aujourd'hui l'identité, et je me permets de dire, à mon sens, avec une certaine désinvolture. Comme si, bof, ma foi, hein, quand on perd une identité, on en retrouve une autre, et puis c'est pas si grave que ça. Alors, je vous propose justement une définition qui me paraît excellente de l'identité, qui est due à Marc Fumaroli, le brillant académicien, et que j'ai cité d'ailleurs dans mon livre Des héritiers sans passé, et qui dit l'identité, et il rejoint sur certains plans la remarque de Jean-François Mattei, l'identité. Il est déjà 4h30 ? Oh là là. Peut bien être pas parfaite coïncidence avec soi-même. Ce que nous disons depuis le début. Elle ne l'est jamais, même. Elle n'en est pas moins, dit Fumaroli, le point de fuite qui ouvre la perspective à l'intérieur de laquelle toute conscience personnelle se connaît et se fait reconnaître. Si ce point de fuite disparaît, on tombe dans la dispersion et le chaos. Ce que j'aime beaucoup dans la définition de Fumaroli, c'est le point de fuite, l'idée d'un point de fuite. C'est une notion d'ailleurs empruntée à la peinture, hein, à l'art pictural. Un point de fuite, c'est un horizon. Une identité, c'est ce qui donne un horizon, ce qui donne un pôle d'orientation. Sans quoi, effectivement, on ne sait pas d'où on va, on ne sait pas où on va. Mais, et donc c'est ce qui va permettre de définir, je dirais, un monde dans lequel on évolue. C'est ce qui va définir, on pourrait dire, un cercle de vie, une sphère de vie, qui n'est pas la même pour tout le monde. Et heureusement. Mais c'est aussi une référence plus ou moins stable. C'est aussi ce qui permet un enracinement. C'est-à-dire, non pas de se dire simplement j'ai une ligne de fuite devant moi, j'ai un horizon, mais aussi je sais à peu près d'où je viens. À peu près. Autrement dit, je ne suis pas un inconnu pour moi-même, compte tenu de ce qui m'a précédé et que je ne peux pas ignorer. Donc, si vous voulez, l'identité telle que l'a définie Fumaroli, et j'adhère tout à fait à cette définition, est ouverte des deux côtés. C'est-à-dire, elle est à la fois un axe de référence, mais en même temps avec cette double ouverture. Du côté de l'origine, qu'on ne peut pas ignorer sans dommage, et du côté de ce point de fuite, c'est-à-dire de cet horizon, sans laquelle il n'y aurait pas de vie humaine. La vie humaine serait prédéterminée par des conditionnements. Donc, chaque identité humaine se donne une ligne d'horizon différente. Elle se donne, comme l'ont dit certains philosophes, un projet. Et ce projet, eh bien, c'est ce qui va définir aussi une identité. Alors, je sens que je vais devoir écourter, comme d'habitude. Hugues, on a combien de temps encore ? Oui, d'accord. Donc, je vais abréger un petit peu, parce que, bon, je voulais vous parler un petit peu aussi de la déconstruction philosophique de l'identité à travers certaines théories, mais bon, après tout, ça peut passer au second plan, éventuellement, à partir de la culture, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, on ne joue pas avec l'identité de façon désinvolte. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut bien différencier
la carence identitaire, la perte d'identité, avec le fait qu'on est parfaitement en droit de s'interroger sur le modèle identitaire qui nous est proposé. Ce n'est pas la même chose. À partir du moment où on admet justement que l'identité n'est pas une réalité définie une fois pour toutes, on est en devoir de s'interroger sur ce qui délimite et constitue une identité. Et les philosophes n'ont pas manqué de le faire, au point même d'ailleurs d'arriver parfois à la conclusion qu'il n'y a pas de noyau stable. Nietzsche, Hume et quelques autres se sont employés à cela, à montrer qu'en fait l'identité n'est qu'une fiction, n'est qu'une sorte de mythe. Bon. Mais c'est tout à fait différent du fait d'être en situation de carence identitaire. J'en donne quelques exemples. Les enfants sans père ni mère, les enfants trouvés qui ne savent pas d'où ils viennent, qui ne le sauront jamais. Bon. Je ne pense pas qu'il y ait de psychologues qui vous disent que c'est une situation idéale pour grandir. Les situations d'exil, vous remarquerez qu'aujourd'hui, elles sont complètement banalisées. Au XIXe siècle et au début du XXe, le fait d'être apatride, par exemple, était considéré comme un drame, presque une sorte de tragédie. Il y a une banalisation de ces situations. Il y a l'aliénation sociale, la misère, ne plus être personne, ne plus être rien. Ça, on le sait plus, parce que, hélas, les cas se multiplient. Mais c'est aussi l'aliénation mentale. Hein. J'ai beaucoup travaillé personnellement sur le cas d'Antonin Artaud, cas très complexe. Eh bien, on se rend compte de la souffrance que représente le fait d'une identité vacillante, qu'on ne peut plus appréhender véritablement. Et enfin, il y a les phénomènes de dépersonnalisation imposés par les États totalitaires. Vous n'êtes plus personne, vous êtes un numéro. Bon, Dieu sait si le XXe siècle a été riche en exemples en ce sens. Bon. Donc vous n'êtes plus personne, et il y a la dépersonnalisation plus subtile imposée par les sociétés de masse. Et là, nous ne sommes pas assez vigilants à ça. Parce qu'on nous fait miroiter des identités absolument merveilleuses, extraordinaires, mais derrière, il y a un processus de dépersonnalisation tout de même. Donc, ne confondons pas la dépersonnalisation imposée, subie, parfois de manière tragique, avec le fait de s'interroger légitimement sur qu'est-ce que c'est qu'une identité, de quoi est-elle faite. Alors, à propos de la dépersonnalisation, je vous recommande vivement de lire un texte de la philosophe Simone Weil dans les écrits de Londres qui s'appelle « La personne et le sacré », qui est un très grand texte sur cette question. Je terminerai donc en disant, au fond, l'identité remplit 3 fonctions essentielles. D'abord, le rapport de soi à soi. Le rapport de soi à soi dans le double sens de la connaissance de soi, et aussi du devenir soi. Vous avez pu remarquer qu'il y a un certain nombre de titres. J'ai vu que Jacques Attali venait de publier un livre qui a pour titre « Deviens qui tu es ». Or, cette formule « Deviens qui tu es » est très ancienne. Elle vient du poète grec Pindare, qui l'a utilisée dans un de ses poèmes, dans la 2e Pitique, et elle a été reprise par Goethe et par Nietzsche. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que la formule « deviens qui tu es » est devenue une espèce de mot d'ordre. Qu'est-ce que c'est que devenir ce qu'on est, si ce n'est se trouver une identité? Bon. Seulement, cette identité, vous voyez bien que c'est une formule redondante. Deviens qui tu es. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas devenir n'importe quoi, ce qui est déjà un premier signe de sagesse. Et qu'il faut chercher à réaliser ce que l'on porte en soi. Ce qui peut renvoyer à des formes de développement personnel et autres pratiques de ce type. Donc, triple fonction de l'identité. D'abord, le rapport de soi à soi, à la fois par rapport à la connaissance de soi et par rapport au devenir soi.
Ce qui veut dire que sans ce double rapport de soi à soi, on ne peut pas prétendre être autonome. Autonome veut dire se donner à soi-même sa propre loi, je vous le rappelle. On ne peut pas prétendre être responsable. Et on ne peut pas prétendre à une certaine cohérence. Or, jusqu'à preuve du contraire, la vie a besoin de cohérence. La cohérence, ce n'est pas la rigidité. La cohérence inclut la différence, mais elle permet de dépasser les confusions et contradictions dont nous sommes partis. Deuxièmement, c'est aussi le rapport à autrui et à la vie sociale dont nous avons parlé à propos de la persona, justement. C'est ce qui nous différencie, l'identité. Et ce qui permet de nous identifier. C'est donc le fondement de la vie sociale, mais c'est aussi le fondement de la civilité. Je vous fais remarquer que, et alors là, il y aurait une étude extrêmement intéressante sur l'évolution des formules de politesse depuis une dizaine d'années. Ça, ce serait passionnant. Il est d'usage de se nommer. Il est d'usage de nommer les autres selon des codes qui font qu'on respecte une progression dans la, enfin, qu'on respectait une progression dans la relation. Bon, sans être susceptible, je constate par exemple que beaucoup d'étudiants maintenant vous disent bonjour et terminent par bien amicalement. Bon, disons qu'il y a certaines nuances qui ne sont peut-être pas tout à fait respectées, surtout en début de cursus. Voilà. Je constate aussi que la pratique de l'injure est devenue une espèce de repoussoir identitaire. C'est-à-dire que, finalement, sans nous en apercevoir, par un mimétisme social assez inquiétant, on s'injurie de plus en plus vite. Pas seulement dans les embouteillages, mais à tout bout de champ. C'est-à-dire dès qu'il y a crispation de la relation. Dès que l'identité se sent menacée. Alors je vous passe les noms d'oiseaux, mais vous les connaissez comme moi. Donc, j'insisterai pour ma part sur le fait qu'il n'y a pas de civilité sans respect d'un certain nombre de codes identitaires. C'est peut-être conventionnel, mais il n'empêche que la destruction de ces codes aboutit à des formes de terrorisme verbal que nous connaissons assez bien. Enfin, l'identité, c'est aussi ce qui, d'une certaine manière, perdure. C'est donc, et ça me fait une transition toute trouvée pour la prochaine fois, il n'y a pas de culture sans une certaine transmission d'un certain nombre de codes, de valeurs qui ont rapport avec une certaine identité. Donc, je dirais que, sans parler pour autant, sans s'engager dans cette question délicate de savoir s'il y a des mémoires collectives et s'il y a aussi un esprit, ce qu'on a appelé le Volksgeist, s'il y a un esprit des peuples, je crois simplement que tout le monde est conscient que sans identité collective, et donc individuelle auparavant, on ne peut rien transmettre. Et c'est bien pour cela que la crise actuelle de l'identité est si préoccupante, parce que si effectivement la déconstruction de l'identité personnelle est trop radicale, eh bien on ne voit pas comment ces mêmes individus vont pouvoir transmettre quelque chose à leurs enfants et à leurs descendants. Donc, à travers la crise de l'identité, c'est une crise de la transmission qui est ouverte et dont nous aurons l'occasion de reparler à propos de la culture et de la sagesse. Je suis désolée, on est toujours plus long qu'on ne le pense, mais... Merci. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Oui, monsieur, je vous amène le micro. Je me nomme Yves Aubert et vous n'avez pas tout à fait abordé
un des facteurs qui crée l'identité, qui est le prix du sang. Vous en avez un peu à parler pour l'histoire, mais aujourd'hui en Europe, quand on discute d'identité, la notion de prix du sang, c'est-à-dire mourir pour soi-même, une idée, un groupe humain, etc., n'est plus abordée. Il y a un deuxième facteur, c'est la culture de l'éphémère. Parce que... Ça, je crois que j'en ai parlé quand oui, même. mais au moins vous ne pouvez pas lutter contre la culture de l'éphémère. Je vous donne un exemple. Un jeune de 25 ans, un métier, des loisirs, des amis, une famille, etc. Je lui dis, mais est-ce que tu sais qui tu es? Réponse. Mais tu me demandes d'arrêter de vivre? Voilà, oui. Oui, oui. Alors, bon, écoutez, la question du prix du sang, c'est une question grave. Bon, d'abord, j'ai élagué un certain nombre. Je me suis aperçue que je n'arriverais pas à tout dire. C'est une question très délicate à poser parce que il faut se garder. Enfin, je pense que on ne peut plus poser cette question comme on la posait, je ne sais pas, à l'époque de la guerre de 14-18. En raison de toute une évolution des mentalités, à tort ou à raison, nous en sommes arrivés à l'idée que, peut-être aussi parce que le XXe siècle a été particulièrement sanglant, je crois qu'il y a une espèce de consensus un peu général sur le fait que il faudrait bien arriver à ce que l'identité ne passe plus par le prix du sang. Alors, je ne dis pas que nous allons y arriver, je ne dis pas que ce n'est pas une utopie. Je dis simplement que si on voulait vraiment traiter cette question, ça voudrait dire qu'on parle du courage, qu'on parle aussi des raisons pour lesquelles on peut avoir choisi de mourir. Mais je pense que c'est une question que je m'étonne, en tout cas, de ne pas voir abordée à propos, justement, des actes terroristes actuels et du fait que, enfin, qu'on ne se pose pas au moins la question, est-ce que le fait de mourir pour une cause rend pour autant cette cause légitime? Parce que si vous voulez, nous sommes un peu les héritiers de cette idée que vous avez bien formulée d'ailleurs, selon laquelle quiconque est prêt à payer de son sang la défense d'une cause mérite notre estime. Parce que nous avons, je dirais, nous avons été formés par toute une histoire au cours de laquelle ce sacrifice de soi, bon, on peut le décrier, on peut le ridiculiser, etc., etc. Mais enfin, bref, ça nous en impose quand même. Seulement, nous avons affaire maintenant à des cas de figure qui sont nouveaux et qui changent, à mon avis, radicalement la symbolique de ce sang versé. D'autant que parallèlement, il y a le sang de pas mal d'innocents aussi. Donc, si vous voulez, je crois que c'est vraiment une question importante, grave. Mais pour vraiment l'aborder, je crois qu'il faudrait remettre à plat dans quelles conditions nous avons été éduqués à témoigner un certain respect au sang versé, pour quelle cause, pour quel type d'idéaux, et pourquoi la donne a changé aujourd'hui. Et ce serait d'ailleurs un sujet tout à fait passionnant et que je regrette de voir les médias esquiver, comme tous les sujets importants d'ailleurs. C'est clair. Bon. Mais merci de votre question, je la trouve très intéressante. Et alors l'éphémère, oui, bien sûr, bien sûr. Ben, si vous voulez, tout ce qui fait entrave à la jouissance immédiate, qui est supposé faire partie de la revendication identitaire, est effectivement souvent rejeté ou considéré comme une vieillerie. Dans quelle
mesure une partie plus ou moins importante de mon identité ne m'est-elle pas imposée par le regard des autres? Je crois que la réponse à cette question était plus ou moins déjà présente dans un certain nombre d'éléments de ce que je vous ai présenté. Quand j'ai parlé de la persona, quand j'ai parlé aussi beaucoup des modèles d'identification qui nous sont proposés. Mais justement, l'identité, et j'aurais aimé avoir le temps de vous parler de ce que Carl Gustav Jung appelle l'individuation, qui est, si vous voulez, un processus, je dirais, de réappropriation de son identité, qui n'est possible d'ailleurs généralement qu'à l'âge adulte, et qui suppose qu'on soit aussi capable d'intégrer ce que l'inconscient vous dit. En tout cas, ce que Jung appelle l'individuation, qui est un processus de réalisation de soi qui survient à la maturité, eh bien, inclut finalement ce détachement du regard des autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte de ce que les autres vous renvoient de vous-même, mais qu'il n'y a pas de maturité dans l'individualité, dans l'identité, si à un moment donné, il n'y a pas la capacité de se dégager du regard d'autrui. Le psychanalyste Jacques Lacan a écrit beaucoup sur cette question de l'autre avec un grand A. C'est d'ailleurs pour cela, je me permets cette digression, qui était en filigrane dans ce que j'ai dit de l'altérité dans son rapport à l'identité. C'est bien pour ça que la tendance actuelle à valoriser l'autre à tout prix, l'autre avec un grand A, c'est l'autre qui a toujours raison à ce moment. C'est pas plus sain que de dire que c'est moi qui ai toujours raison. C'est le même processus mais inversé. C'est pareil. Donc, considérer que l'autre, n'est-ce pas, est porteur d'une vérité à laquelle je n'aurai pas accès et devant laquelle je devrais m'incliner, c'est aussi préjudiciable à l'identité et au rapport interidentitaire que de dire non, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Bon. Donc la tendance actuelle à valoriser le regard de l'autre est préoccupante. Parce que ça veut dire que nous sommes de plus en plus dépendants du regard de l'autre. Que ce soit la télé, que ce soit les groupes de pression, que ce soit la pression dans le travail, etc., etc., que ce soit la mode. Regardez les ravages de la mode et de la chirurgie esthétique sur des gens très jeunes qui sont déjà totalement dépendants du regard supposé d'autrui. Bon, donc tout ça, c'est effectivement un processus très préoccupant. Je sais pas, on peut... Mais merci beaucoup, Françoise Bonnardet. Ah, il y avait une question, pardon, madame. Moi, je ne suis pas, si la salle n'est pas... Une dernière question. Je ne suis pas à 5 minutes près. On a l'impression qu'aujourd'hui, il y a un ciment qui est constitué par le partage d'émotions collectives. Par exemple, après un crash hélico avec des légendes du sport qui sont peut-être les nouveaux modèles d'identification, ou après une communion collective, l'émotion post-attentat. Mais est-ce qu'on peut parler d'identité? Parce que finalement, est-ce que ça perdure selon votre définition? D'identité à propos de quoi? J'ai pas bien compris. Le partage d'émotions collectives. Non, je ne pense pas. Parce que c'est émotionnel. Si vous voulez, oui, je vois bien le sens de votre question. Et effectivement, vous avez raison de le souligner à travers cette question. On voit se former spontanément, ou bien par les réseaux sociaux, je dirais des groupuscules identitaires ou des phénomènes pseudo-identitaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des individus se réunissent, alors que ce soit pour faire la fête sur une place publique, ou que ce soit pour s'indigner en commun ou pleurer en commun, effectivement, on a le sentiment, moi je dirais, il y a une constellation identitaire là, qui à un moment donné fait bloc. Mais c'est souvent réactionnel.
Et c'est souvent fortement émotionnel. Et l'identification est en général extrêmement simpliste. Je suis désolée de le dire et j'espère ne choquer personne parce que je m'explique, mais je suis Charlie, c'est hyper simpliste. On comprend bien ce que ça veut dire et je ne critique absolument pas le geste lui-même. Mais le mot lui-même, vous voyez bien que c'est d'ailleurs une identification qui bloque l'identité. C'est exactement l'exemple de ce bouclage identitaire suscité par l'émotion du moment. Mais qu'est-ce qu'il en reste ? Et d'ailleurs, vous avez eu des objections des gens qui disaient « moi je ne suis pas du tout Charlie, mais néanmoins je trouve ça abominable », qui éprouvaient le besoin de rectifier la chose en disant « non, moi c'est pas mon truc, mais bon, je respecte, et puis effectivement, on ne tue pas des gens pour ça ». Donc si vous voulez, à partir de ces constellations identitaires, entre guillemets, il y a après des rectifications des gens. Vous voyez bien que c'est quelque chose qui n'est pas stable, qui se délite d'abord très vite, hein, et qui passe à autre chose. Alors après, vous aurez... Et c'est ça qui est extrêmement difficile à cerner aujourd'hui dans l'opinion publique, c'est qu'on a affaire à des phénomènes éruptifs, mais sans lendemain, la plupart du temps, et surtout qui n'ont peut-être parce qu'ils sont purement émotionnels, ils n'ont pas d'implication durable et décisive dans le cours des choses. C'est surtout ça le problème. C'est qu'ils ne changent pas la face du monde. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Ce n'est pas ma pensée. Je dis simplement que ce sont des identités éphémères. Voilà, on revient à l'éphémère, des identités éphémères. Alors, monsieur Dugrillon, j'arrive vers vous. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bon, puisqu'on parle d'identité éphémère, on va prendre une identité permanente. Ah. Oui, moi, j'entends pas non plus. Bien, alors puisqu'on en est à l'identité éphémère, on va passer à l'identité permanente. Et vous avez dit donc je suis celui qui est ou celui qui. Ah non, moi enfin, dit, vous avez dit ai... en ce qui concerne. Non, ne m'attribuez pas ça. Oui, oui, je vous l'attribue pas. Là, je suis vraiment désolée parce que ça voudrait dire que vraiment j'ai parlé dans le vide. Ou alors que je suis saisie au dernier moment d'une poussée mégalomaniaque assez inquiétante. Mais non. Bon, alors. Mais j'ai des difficultés parfois à m'exprimer, donc oui, pardonnez-moi et reprenez-moi si vous voulez. Il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où on a une telle identité permanente que l'on retrouve donc dans l'Ancien Testament. Mais j'ai précisé qu'aucun homme ne l'a, cette identité permanente. Oui, mais je vais aborder un problème assez métaphysique. Automatiquement, il ne peut plus être transcendantal. Qu'est-ce que ça veut dire transcendantal ? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas le séparer de ce qu'il a créé. Si vous avez une identité, je suis ce que je suis, automatiquement, il est tout. Oui. Donc, il ne peut plus être transcendantal. S'il est transcendantal, vous faites entrer une altérité. Excusez-moi, mais le mot transcendantal n'est pas convenable ici. Transcendantal, ça veut dire autre chose en philosophie. Ah. Je crois que vous confondez transcendant et transcendantal. Bon, alors disons transcendant. C'est pas la même chose. Très bien. Mais il ne peut plus être transcendant, mais qui a la prétention d'être transcendant ? Ah ben, il l'est automatiquement en ce qui concerne le. Oui, non, mais d'accord, mais dans ça, la définition excusez-moi, c'est des entités pathologiques, ça. C'est l'identité d'un dictateur, par exemple. Tous les grands dictateurs étaient celui qu'ils étaient, hélas. Hein, et rien n'était possible qui ne passe pas par eux. Donc je dirais que le signe d'une pathologie psychologique, mentale et
et hélas sociale souvent, c'est qu'à partir du moment où un individu commence justement à assumer une identité qui ne peut pas être la sienne, c'est pas possible, et se prendre pour, alors en l'occurrence, se prendre pour le Dieu de l'Ancien Testament ou n'importe quel Dieu d'ailleurs, on voit les résultats que ça donne en général concrètement. Donc on est dans la pathologie là. Non, on est dans la notion d'identité. Comment dire, d'identité suprême, d'identité arrivée à l'identité. Il faudrait que je reprenne les textes, ce que vous avez dit, enfin ce que vous avez expliqué, en ce qui concerne cette identité permanente et la seule et réelle identité. Donc, si réellement cette identité ne peut pas être le tout, si on le sépare en fait de l'homme ou de l'être humain, je dirais qu'automatiquement, vous construisez une altérité, vous êtes obligé, il y aurait Dieu et nous. Donc, il ne peut pas y avoir donc une identité suprême de ce côté-là. Il y a une contradiction, ce que je veux dire. Écoutez, j'ai du mal à suivre votre raisonnement, je ne vous le cache pas. Bon, ben on va... À vrai dire, c'est que je ne sais pas quoi vous répondre là, parce que je ne vous ai donné cet exemple que comme un pôle extrême d'une totale adéquation de soi à soi. Et je vous ai dit, pour ceux qui considèrent être à l'image de Dieu, on ne peut que tendre vers quelque chose de cet ordre, mais on ne peut jamais l'accomplir totalement. Mais j'en dirais autant de n'importe quel modèle qui a la prétention d'être transcendant. La sainteté, la perfection absolue, l'héroïsme total, etc. Vous avez des cas d'individus qui réussissent effectivement, mais ils sont très rares. Et d'autre part, en général, vous remarquerez que cet accomplissement ne relève en général pas d'une volonté. Ce n'est pas parce que vous vous dites « je veux devenir le héros parfait, le super-héros, etc. » que vous allez y arriver. Je crois plutôt que les actes d'héroïsme authentique sont liés au fait d'avoir été fidèle à soi-même, à ses valeurs, et d'avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout. Mais si vous vous dites « je veux absolument ressembler à ça », là vous êtes dans la science-fiction ou dans une espèce comment dirais-je, d'imaginaire. Vous n'êtes pas dans la réalité. Mais à partir de là, je ne vois pas quoi vous répondre d'autre. Il y a des êtres humains exceptionnels qui accomplissent des modèles d'humanité exceptionnels, mais ça ne veut pas dire pour autant que si vous vous fixez un programme d'identification totale à ce modèle, vous allez y arriver. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous répondre là. Mais peut-être que je n'ai pas bien compris votre question. Oui, mais c'est OK, madame. Je ne vais pas relancer. Merci beaucoup. Au revoir. De toute façon, vous savez, il y aura des recoupements avec le prochain thème. Des recoupements inévitables.